le défrisage. Et tu n'as même pas le droit d'exprimer ce que tu penses. À chaque fois que le noir rigolait, on lui disait, t'as pas le droit de rire, ferme ta bouche. Est-ce que mes aînés m'autorisaient à faire le mal? Oui, à des fois. Oui. Deuxième point. Est-ce que mes aînés, vous m'autorisez à parler dans cette assemblée en tant que votre petit frère qui a très peu d'expérience sur cette terre? Je vous demande s'il vous plaît de m'accorder le micro. Moi, je t'autorise à parler, mon frère. Librement. Je t'autorise à parler, frère. Merci. Oui, frère. Je vais vous demander dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce qui a été confirmé dans cette vidéo? On va tourner dans ce sens. Trop magique et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Et justement, quand j'ai passé mon examen CAP, j'ai refusé de mettre de bouillon dans mon jeu. Il y a eu un monsieur Dieu, il m'a dit, vous avez raison, ma fille. Et mais faites ça en cachant, parce que je pouvais être punie dans mon examen. Et je n'ai pas fait, du coup j'ai fait mon jeu avec mes carcasses, avec tout ce que j'avais. Et au moment qu'ils ont parti pour la dégustation des repas, ils ont demandé, donc en fait, ils ont pas le plat à la vogue, ils ont demandé c'était qui, c'était un lapin en fait, c'était qui ce plat, et c'était le mien. Et le jury dit bravo, c'était très bon. Ah ouais, t'as pas eu ton examen. Parce que lorsque nos consoeurs et confrères vont dans des examens, on nous force à toucher du défrisage pour les cours de cheveux, on nous force à toucher aspartame, glutamate monosodique, tu vois. Donc la sœur a réussi à dire non, et savoir dire non, c'est vraiment pas facile dans ce système. Et savoir dire non en passant des examens, la fille qui va passer un entretien avec ses locks, avec ses cheveux, et bien là elle est en train de dire non au système. Il faut soutenir les gens comme ça parce que c'est vraiment pas facile. Alors, le cube magie, il a été créé par un Italien. Il est parti en Afrique de l'Ouest et il s'est dit, eux, ils aiment bien tout ce qui est épicé. Il faut que je leur offre mon savoir-faire avec les épices de chez eux. Ils ont tout dans leur jardin, mais c'est moi qui vais confectionner. La petite boule, le cube. Il a fait ça le cube magie. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, ce cube magie n'était pas adjuvanté en glutamate monosodique. D'ailleurs, aucun cube n'était adjuvanté en glutamate monosodique parce que le glutamate monosodique n'existait pas en tant que produit de synthèse. C'est plus tard qu'on a rajouté ces additifs dans ces cubes. Et le problème, c'est que lorsque Corinne Gouget m'a aidé à écrire ce livre, eh bien, elle nous avait appris à lire les étiquettes. À lire les étiquettes en réalité. Et chaque additif a un code. Pourquoi? Parce que si je dis E621 à un novice, il ne saura pas ce que ça veut dire. E951 à un novice, il ne saura pas ce que ça veut dire. Et donc c'est répertorié par code. Le livre est petit comme ça, mais il y a 3 couleurs. Rouge, c'est vraiment nocif. Orange, à éviter. Vert, ça passe. Moi, ma politique, c'est dès que je vois un E, poubelle. Ça ne rentre pas dans mon caddie. Même dans le magasin bio, il y a des E. Mais leur code ne sera pas constitué de locus, ce ne sera pas des chiffres et des lettres. Parce que le glutamate monosodique, on le retrouve dans les bouillons bio, pas tous, sous le nom de levure. Ça fait tellement longtemps. En tout cas, que je ne suis pas tombé sur ça, mais voilà. L'industrie va changer le nom à chaque fois que l'industrie sait que nous on s'éduque. Ça veut dire qu'il faudra à chaque fois, comme un jeu de boxe, s'adapter. Mais quand on fait ses courses qu'au marché, on a moins de risque de tomber sur ce type d'additif. Si on le faisait simplement, en fait, tous en Martinique. La Martinique est composée de 430 milliers d'individus, on est 75% d'Africains, il y a 25% d'étrangers, on est tous étrangers en Martinique au passage, mais si sur ces 75%, on prend simplement la moitié, ça fait quoi? Ça
ça fait 38, un truc comme ça. 38% de la population martinique ne consommait que de l'eau pendant 24 heures. Alors ne serait-ce, imagine une vie entière, ce qui est mon cas. Une vie entière. Le rhum tombe. L'alcool, ça tombe. Dillon, ça tombe. Les gens qui nous empoisonnent tombent. Parce que, en Martinique, lorsqu'on fait 100 € de course, on nous donne de l'alcool gratuitement. 100 € de course, en bonus, c'est une bouteille d'alcool. Donc on nous incite à consommer, et le bonus, là, la carotte au bout du bâton, c'est tiens, tu vas avoir ton alcool là. Allez, fais-moi 100 € de course là, tout de suite. C'est pour ça que je dis que, en termes de boissons, pour se faciliter la vie, on ne boit que de l'eau. On a réglé le diabète, on a réglé l'alcoolisme, on a réglé la schizophrénie, plus ou moins. Quelle eau après, celle qui est dynamisée, celle qui est distillée, peu importe, on n'est pas prêt pour ça. En plus, ça coûte cher d'acheter ces appareils-là. Il y a du charbon, il y a l'argile, mais que de l'eau. Et c'est pour ça que économiquement, comme la Martinique, le lieu le plus violent de France, c'est la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, eh bien, il faut regarder comment on va se sevrer. Parce que nous sommes un peuple d'alcooliques. On a été ramené là-bas pour ramasser le sucre. Et c'est avec ce sucre qu'on fait de l'alcool. Vous voyez ? Mis en place par Jules Ferry, ta vidéo. Et j'aimerais connaître un peu plus là-dessus. Ok, mais ça coûte 27 €. La dédicace est gratuite. C'est un chapitre, ça doit être le dernier chapitre de mon livre. L'avant-dernier, où je parle de l'école Jules Ferrienne. Voilà. Je ne parle pas de l'école à Tombouctou, l'école chez les peuples premiers d'Amazonie, l'école en Égypte antique. Je parle de celle dans laquelle on emmène nos enfants, l'école publique en réalité. On met toujours du glutamate et du gluten. Et moi, je me dis, mais pour moi, c'est un premier pas si on ne consomme pas de viande. Donc, pourquoi tu fais ce lien que si on consomme toujours du glutamate et du gluten, on ne peut pas manger de viande? C'est le frère qui était en train de me citer. Il a cité un passage dans mon livre où je cite une vingtaine de phrases types qu'on entend des végétariens. Une phrase type. Oui, avec le végétarisme, on va sauver la planète. En gros. Et je dis cette phrase, je lui ai expliqué à quel point cette phrase, elle est d'une certaine façon, mais c'était pas. Et les premiers dont j'ai entendu parler, qui m'ont parlé de végétarisme, c'était, je me souviens très bien, à Grenoble et tout, et ça m'a totalement enchantée. Et donc j'ai adopté le régime végétarien à partir de 70, et puis après j'ai vécu avec des personnes, et donc comme je suis pour la paix des ménages, je faisais du végétarisme que le mercredi, avec mes enfants. Depuis 15 ans, je suis intégralement végétarienne. Depuis 4 ans, je suis adepte de l'alimentation vivante, c'est-à-dire que je transforme pratiquement rien dans mon alimentation. Tous ces choix de vie, je pensais ça je suis une 68 ans, donc je pensais ça en tant que terme de guerre, et plus maintenant, parce que je crois, et surtout après avoir beaucoup milité pour l'Afrique, les Antilles et tout, je crois que c'est pas une guerre, c'est plus un choix de vie. Je pense que quand tu dis que on peut faire tout tomber grâce à nos choix, ne serait-ce qu'alimentaire, ça fait très très longtemps que je le pense et que je sais que c'est une des raisons pour lesquelles je suis végétarienne. Je crois aussi que ce choix de vie, ce mode de vie d'alimentation, il a énormément de conséquences sur toute sa vie. Mais je pense que c'est un choix pensé, réfléchi et dans la paix. Je pense que c'est lutter contre, pour moi, renforce. Et c'est tellement simple plutôt de parler d'une façon sereine en disant que nos choix alimentaires, nos choix de vie ont des conséquences et absolument énormes sur l'économie. Je le dis tout le temps, en plus je suis expert comptable, donc je connais un peu quand même pas mal d'économie. Et c'est très simple. Par des choix individuels de changer la société. Et je crois vraiment que
je crois maintenant que c'est en n'étant pas apaisé, je crois que l'apaisement dans nos cœurs, c'est vraiment primordial. Et montrer l'exemple. Moi, je montre l'exemple autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu surpris par ma façon de vivre, de consommer tout ça. Mais en même temps, tout doucement, les choses changent. Je le vois très bien. Ça fait 15 ans que je suis végétarienne intégralement. Et autour de moi, dans ma famille, etc. Alors, il y a tous ceux qui se moquent parce que j'ai une famille... de toute façon, je n'en parle plus. C'est fini. Tous ceux qui se moquent, c'est carrément je ne plus moi. J'ai dit à mes enfants, je ne vais même pas les voir à mon enterrement. Mais ça m'amuse, moi, ça me rend pas mal. J'ai fait ce travail sur moi qui fait que je peux dire que ma famille, ils ne seront même pas là à mon enterrement, pour la plupart, parce que ce choix qu'on fait, il n'est pas facile, et on s'oppose à beaucoup de gens quand même. On s'oppose à l'industrie, mais personnellement, on s'oppose à beaucoup de gens. Et que ça concerne bien sûr nous les Noirs, et je pense que ça nous concerne encore plus que les autres communautés, parce que on vient de loin, et si on prenait conscience que juste des choix personnels, et c'est très significatif ce que tu viens de dire, parce qu'on a le même général. Mon général m'a dit, ne parle plus de vie, avec plus jurer. Je ne dis plus le gros mot. Voilà. Il y a de quoi jurer, il y a de quoi penser qu'on est en guerre. En tout cas, le conflit est là. Il y a un conflit de domination qui n'a changé que dans la forme, comme disait François Fanon. Cette guerre, je cite François Fanon, cette guerre n'a changé que dans sa physionomie, c'est-à-dire dans sa forme. Mais dans notre corps, on va s'énerver, on va créer des boutons, on va créer de la fièvre, on va créer du mucus, on va évacuer tout ce venin. Ce venin, c'est cette rage-là qui est là. Ces boutons, c'est le corps qui est énervé. Et forcément, si ça ne sort pas par le verbe, ça sortira par les boutons et ainsi de suite. Je suis presque à la fin de cette étape de detox. Et tu verras, j'ai évolué. Mon général me coach au niveau hip-hop depuis 2007, et puis maintenant au niveau des conférences. Et c'est vrai que lorsqu'on se branche sur une fréquence de paix, on est dans un autre monde. Donc tu es notre aîné, tu sais de quoi tu parles, et je te remercie pour ton témoignage. On n'arrive pas à comprendre. Donc ça nous éloigne un peu du message en fait. On parlait de Gautama, on parlait de Big Pharma, il y a des mots qui sont étrangers à notre quotidien. Donc je me demandais, est-ce qu'il y avait, vous n'avez pas un projet de faire des manuels plus accessibles au grand public, aux gens qui ne connaissent rien sur le thème en fait. Où j'essaie d'expliquer un petit peu les mots techniques, parce que là, on rentre dans la médecine, malheureusement. Sans base en biologie, ça va être très compliqué de suivre mon travail. Mais même une petite base. Younous m'a dit, gars, tu rentres trop dans la chimie. Tu expliques la dépression par l'action de la mitochondrie, de la molécule. C'est vrai que quand on découvre tout ça, on est en V1 en fait. On est en V1. Ça demande beaucoup de recul, de maturité, de thérapie personnelle pour passer en V2. Tu vois. Aujourd'hui, je vous parle avec beaucoup d'humour parce que j'ai 10 ans de recul, quoi. J'ai plus de 10 ans de recul. Et lorsque je parlais de la corrélation entre la capacité d'agressivité et le non-allaitement, c'est que c'est un peu plus complexe que ça. Il y a d'autres facteurs. Aux Antilles, par exemple, la région la plus violente de France, c'est la Martinique et la Guadeloupe. C'est parce qu'il n'y a pas que l'alimentation qui joue. Ce sont des îles qui sont bondées de monde, ce sont des îles remplies de gens traumatisés depuis des siècles, ce sont des îles les plus polluées de la France, c'est les régions les plus polluées de la France, il y a la télé, il y a différents. Donc la violence a plusieurs facteurs de risque.
Ce que je dis, c'est que lorsqu'on est dans un habitat paisible, les peuples qui allaitent sont plus pacifistes que ceux qui n'allaitent. Mais dans leur habitat physiologique, dans la forêt, ils sont coupés avec eux, ils ne sont pas dans le béton, il n'y a pas de pollution, tu vois. C'est de cet aspect-là dont je parle. So, on va laisser en parler, mais je vais rebondir rapidement. Le fait qu'on nous maintient dans un état d'anxiété et de stress constant, c'est justement pour nous empêcher de prendre soin de nous. Et c'est pour ça que la psychiatrie moderne, qui date donc du 19e siècle, en fait la science moderne c'est Darwin, hein. On est en 1850. Ça c'est la science moderne. Eh bien le père de la psychiatrie moderne, c'était un esclavagiste. Et la première maladie qu'il a inventée, c'est la drapétomania. C'est le fait que quand le noir va se libérer, on va le traiter de fou. Lorsque nous, Africains, on marronnait dans la forêt, ils nous traitaient de fous. Et il a appelé cette maladie la drapétomania. Drapé, ça veut dire l'esclave qui s'enfuit. Mania, c'est la folie. Donc lorsqu'on va prendre soin de nous, c'est une menace pour nous. Juste que le lait maternel, en fait, pour la plupart des gens, hein, je suppose qu'ils savent que le lait maternel est très important pour la constitution de la personne, en fait. Mais quand je vois maintenant, par rapport à l'industrie dont vous parlez, on nous livre, on nous met d'autres laits. Est-ce que ce lait-là vraiment a l'importance qu'a le lait maternel? On va savoir. Parce que moi, d'après ce que j'ai connu et ce qu'on dit, que le lait maternel, en fait, suffit à l'individu. Si on ajoute du lait là-dessus, ça veut dire qu'on est sujet à des maladies, ainsi de suite, et tout ça. La deuxième chose, c'est que je vois que vous avez de l'ambition par rapport à vos livres, à votre livre, de lutter pour le domaine que vous excellez, qui est l'alimentation. C'est bien beau que les gens sachent comment s'alimenter et tout. Mais est-ce que la lutte passe uniquement sur ce fait-là, l'alimentation seulement? Est-ce que dans votre environnement, vous avez aussi d'autres personnes qui luttent autrement en dehors de cette alimentation? Parce que si vraiment demain on peut, par exemple, que nos enfants, nos petits-enfants, nous-mêmes, le noir en question puisse lutter franchement contre tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que ça doit se passer uniquement sur l'alimentation seulement? Bien, vous avez d'autres cas. Dans une armée, chacun son poste. J'aime ce poste. Tout ça, c'est sur l'alimentation. C'est ma spécialité. Voilà. Il est plus important que l'eau. Et le titre officiel de cette dissertation, c'est la lactation. Donc, vous devez prendre 4 pages, parce qu'il y a 4 parties. Ou diviser votre page en 4 parties, mais ce sera un peu aussi, donc c'est 4 pages. Le titre officiel, c'est la lactation. Le titre officieux, c'est celui-là. Officiel, c'est ce que tu mets sur les flyers. Mais ça, on n'aurait pas pu le mettre sur le flyer. C'est trop long. Le titre officieux, c'est, je cite, « Si nous continuons de mettre bas à l'hôpital, si nous continuons de faire des césariennes, si nous continuons dans la monogamie, et si nous continuons de ne pas allaiter, nous continuerons de produire des générations entières remplies de violeurs, braqueurs, kidnappeurs. » Voici le titre officieux de cette dissertation que je vais répéter. Si nous continuons de mettre bas à l'hôpital, de faire des césariennes, si nous continuons dans la monogamie, et si nous continuons de ne pas allaiter,
eh bien, nous continuerons de produire des générations entières remplies de violeurs, braqueurs, kidnappeurs, zoukeurs. Pourquoi tu dis ça, Cyril? Ça fait 10 ans que je réfléchis là-dessus. Au moins. Et un professionnel de la santé doit essayer d'aller à l'origine des traumas de son patient. Naître en Occident, c'est traumatisant. Surtout quand on n'est pas occidental. Parce que le premier besoin, on nous en prie. Et on va le remplacer par un substitut. Et c'est pour ça que tout commence à la grossesse. La grossesse, qui va durer 9 mois. Il n'y a que 3 ou 4 mammifères sur cette terre qui ont une gestation d'une durée de 9 mois. Le bison, l'être humain et le dernier survie. 9 mois pour créer un œuf. Parce que les 5% m'ont appris que le 9, c'est le chiffre du retour, le cycle complet. Donc le cycle, c'est 9 mois pour créer un œuf. C'est à partir de la 9e semaine d'aménorrhée que la femme va se construire de l'œuf. On est encore dans le... À la 39e semaine d'aménorrhée, ou 40e semaine de grossesse, l'enfant naît, plus ou moins à terme. Avant 39, il est prématuré. Après 39, il est préterme. Et avec 40-41, il est à l'heure. Donc le corps de la parturiente va gonfler en préparation de l'enfant. Parce qu'elle est en train de préparer de la graisse et du lait. Donc, ses hanches vont gonfler, ses chevilles vont gonfler, ses seins vont gonfler parce qu'elle est en préparation de l'enfant. Elle est davantage voluptueuse. Elle a pris des formes. Et c'est très beau à voir. Et sur le plan hormonal, il y a forcément des changements. Pourquoi? Parce que le nourrisson est très demandeur en énergie. Il est très demandeur en hormones. Donc il y a un petit peu des va-et-vient sur ce niveau-là. Et pendant cette gestation, c'est-à-dire la grossesse, la femme est en aménorrhée. Aménorrhée, ça veut dire qu'elle n'a pas de règles. Et lorsqu'on allaite de manière intégrale, une femme qui allaite intégralement, c'est-à-dire à la demande, dès qu'il pleure, elle n'a pas de règles. Le Créateur s'est dit, pour empêcher qu'elle ait un deuxième enfant derrière, je vais créer un système anovulatoire pour empêcher l'ovulation quand elle est en allaitement intégral, comme ça elle peut s'occuper de l'enfant. Au lieu d'en avoir un deuxième. On appelle ça l'aménorrhée. Donc, nos ancêtres avaient très peu de règles. Les menstruations étaient une rareté. Mais surtout chez celles qui avaient beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que, vous savez, la fertilité, elle dépend véritablement du fait que les règles soient là ou pas. Si les règles sont là, c'est qu'il n'y a pas d'enfant. Si les règles ne sont pas là, c'est que soit il y a un souci psychologique, l'alimentation ne va pas, ou on est en train d'allaiter. Mais quand vous prenez une femme d'il y a 250 ans, qui avait 8 enfants, en moyenne, c'est tout à fait normal, 8 enfants, fertile normalement, elle allaite chacun de ces 8 enfants 4 ans, intégralement, pendant 4 ans.
4 fois 8, 32. 32. Pendant 32 ans, elle n'a pas allé. Si elle allait intégralement, on rajoute par-dessus le temps de la grossesse. 9 mois fois 8, ça fait environ 7 années. Donc 32 plus 7, ça fait 39. On fait une moyenne, pendant 40 ans, nos ancêtres n'avaient pas de règles. Pour celles qui avaient 8 enfants et qui allaitaient ces 8 enfants 4 ans. Donc si elle a commencé à l'âge de 15 ans, ce qui est tout à fait normal, c'est la meilleure âge pour faire des enfants, parce que c'est l'arrivée de la puberté. Elle commence à 15 ans, pendant 39 ans, depuis ses 15 ans, elle n'a pas de règle. 39 plus 15, ça fait 54. La fille n'a jamais de règle. À part les 2 premières années de puberté, de 12 à 14 ans et demi. Donc, qui dit pas de règles, dit pas de tampon, dit pas de douleur, dit pas de machine à laver pour laver tout ça, les draps, tout ça, économie. Pourquoi? Parce que l'améliorer l'allaitement, c'est une manière écologique de conserver le corps. Mais ça, c'était pour celles qui avaient beaucoup d'enfants. Alors que 8, c'est une moyenne, en fait. Aujourd'hui, dès que tu fais 2, on dit pas nombreuses. Pas nombreuses. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans des temps différents. Elle avait le temps d'allaiter. Elle avait l'espace pour allaiter. Ce qu'elle mangeait était galactogogue. Ça produisait du lait. Fenouil, haïtal, camomille, différent. C'est différent de KFC, grec, et de tomate monosodique. Comment veux-tu construire du lait dans ce régime? Comment veux-tu construire du lait où on n'est plus connecté à la terre? On ne vit plus en village. On vit au 18e, dans le 18e. Dans un 18 mètres carrés. Le stress que ça induit. 18, le chiffre 9. 1 plus 8. 18 mètres carrés avec ton doudou. Qui t'embête, l'enfant qui crie, et tu as du mal à lacter. C'est parce que l'eau de mer, je l'appelle tellement l'eau de mer maintenant, que je ne dis plus le lait maternel. Je dis l'eau de mer. M-E-R-E. C'est de l'eau qui sort de la mer. La maman. L'eau de mer. Est composée à 85% d'eau. C'est pour cette raison qu'un enfant allaité n'a pas besoin de boire autre chose que le lait. 85% d'eau. Quelques vitamines, des minéraux. Le lait de mer, l'eau de mer, le lait maternel est composé aussi d'un petit peu de taurine. Mais bien sûr 100 fois moins que le truc de Red Bull. Parce que la taurine est une molécule qui va aider à la construction du cerveau. Donc sur le plan de la neurologie, le lait maternel est composé de ce qu'il faut pour faire des grands individus. Mais ce qu'il y a aussi dans le lait maternel, dans l'eau de mer, c'est des agents du système immunitaire. Qu'est-ce que le système immunitaire? C'est cette famille de molécules qui va faire que je résiste à la grippe. Je résiste à la grippe. Alors que tout le monde à côté qui est au McDo là, il a la grippe. Hein? L'enfant de la sœur qui a allaité, bon, il aura la grippe 2 jours, mais t'inquiète pas que le 3e jour, il est debout. C'est ça, donnez-la pour ça, la sœur. Oh! La sœur, tu veux faire la conférence? Tu veux faire la confusion? Je te laisse faire la confusion. En fait, ça fait des enfants beaucoup plus robustes. Non, ça fait des enfants moins faibles. Parce que ces agents du système immunitaire, qu'on appelle les IgG, les IgA, les macrophages, je ne vais pas trop rentrer dans la chimie, mais soyez familiers avec les termes. Système immunitaire plus. Mais l'allaitement n'est pas exclusivement féminin. La lactation masculine est rare, mais elle existe. Pourquoi? Parce que l'homme possède des glandes mammaires, comme tous les mammifères du monde.
il possède aussi la capacité de sécréter de la prolactine. Prolactine, c'est une hormone qui produit le lait. Sauf que, les peu de fois où on a recensé cette lactation masculine, eh bien, c'était lors d'une cérémonie chez les mammifères, hommes, humains ou non. C'était lors d'une cérémonie que même les animaux non humains célèbrent. On appelle ça la couvade. Qu'est-ce que la couvade? C'est que l'homme, le mâle, va imiter sa femme. Donc quand sa femme pleure, lui il va chercher un mouchoir pour lui. Quand sa femme est dépressive, lui il va se mettre à quatre pattes, tourner dans, donc il va imiter sa femme, on appelle ça la couvade. Et on retrouve ça aussi chez certains, chez les autres mammifères, et chez certains ovipares, tels que les poules et les coqs. C'est pour cette raison qu'un œuf qui n'a pas été couvé par le coq, couvé ça veut dire s'asseoir dessus. Donc la poule va pondre son œuf, et si le coq ne s'est pas assis sur l'œuf, si le coq n'a pas couvé, c'est-à-dire imité sa femme, cet œuf sera moins nutritif. Il y aura moins de vitamines, moins de minéraux dans ces œufs. Donc on appelle ça la couvade. C'est très très rare. Ça se fait, on a recensé ça, c'est un phénomène qui est très particulier. Mais revenons à la lactation maternelle. On ne va pas demander aux frères aujourd'hui pour aller enlève ton t-shirt. Surtout tu as des affaires là. Déjà qu'il ne veut même pas lire mon livre. Je veux lui dire allez Insta. Un autre composant de l'eau de mer, c'est que avant 38 SA, semaines d'aménorrhée ou 40 semaines de grossesse, le lait est prématuré. Ça veut dire que l'enfant qui naît prématurément va pouvoir bénéficier du colostrum prématuré parce que le corps est aussi bien fait que si l'enfant sort prématurément, la composition du lait va s'adapter aux besoins précis de l'enfant. Il est prématuré, donc il a besoin de prendre beaucoup de muscles. Et c'est pour ça que le colostrum est beaucoup plus protéinique. Tu vois? Et donc le colostrum, il va durer 3 jours. On appelle ça le premier lait. Après, il y a le lait de transition, 20 jours, et après, on a le lait mature. Selon les civilisations, on va empêcher la femme d'allaiter pendant 3-4 jours. Bref, mais le fait est que dans les civilisations non industrielles, non capitalistes, on allait. Il n'y a pas de choix. Et ce colostrum, il faut bien comprendre qu'une femme, lorsque son enfant pleure, elle le sait, même si elle n'est même pas dans la même pièce. Même si elle n'est même pas dans le même pays. Elle va sentir ses tétons picotés. Elle aura des petites douleurs au niveau des tétons. Ça veut dire que son enfant est quelque part dans le monde en train de souffrir. Il demande le lait. On a ici l'origine de la télépathie. Vous coupez ce lait. Il n'y a plus de lien. Et on entre dans l'apathie. On n'a plus de connexion. Télépathie à distance. L'apathie, il n'y a rien. Il n'y a plus de réseau. Une mère qui est dans un village, son enfant est dans l'autre village élevé par sa soeur, sa cousine, sa copine, peu importe. Elle saura quand son bébé pleure. Les pleurs de l'enfant, c'est comme si c'était un coup de téléphone. Les seins sont des antennes. En plus, c'est des organes glanduleux érectiles. Et ils vont picoter, ils vont faire un peu mal lorsque l'enfant a besoin. Sauf qu'à la femme, aujourd'hui, qui ressent ça, on va lui passer dans la tête, on va prendre du olive. Met de la crème sur ça, là, et puis on a terminé. Non, c'est que c'est un besoin. Savoir lire le corps. Parce que le corps est un messager. Les seins sont des antennes, comme nos cheveux d'ailleurs. L'origine de la télépathie. Mais on prive tout ça. On prive. On lui prive à l'enfant tout ça. Pourquoi? Parce que arrivé à l'hôpital, donc 9 mois de grossesse sont terminés, on arrive à l'hôpital.
Si tant est qu'on accouche à l'hôpital. Tout le monde n'accouche pas à l'hôpital sur Terre. L'accouchement hospitalier est un facteur de risque d'hypogalaxie. L'hypogalaxie, c'est ne pas avoir suffisamment de lait dans les seins. Je répète, l'accouchement hospitalier est un facteur de risque de produire moins de lait. Pourquoi? Parce que pour produire du lait, on a besoin de certaines conditions. Et l'hôpital moderne énumère toutes les contre-indications à la lactation. La première d'entre elles étant la peur. Dès qu'elle met le pied, c'est la peur. La peur. Quoi? Vous allez marcher pour venir ici avec le bus? Quoi? Non, déshabillez-vous, non, allez ici, non, enlevez, non, couchez-vous, non. C'est la peur. C'est le premier outil de contrôle. Et malheureusement, la peur fait intervenir dans le corps la sécrétion de deux hormones qui sont antagonistes à l'allaitement. L'adrénaline et le cortisol. Quand notre sang est rempli d'adrénaline et de cortisol, eh bien, l'ocytocine descend. L'ocytocine, c'est elle qui produit le lait, qui éjecte le lait. La prolactine produit le lait, l'ocytocine l'éjecte des seins. Sauf que la peur est inversement proportionnelle à la sécrétion ocytocine. Si vous avez peur, vous sécréterez très peu d'ocytocine. Et c'est pour ça que les gens qui sont remplis, les peuples qui sont remplis d'ocytocine, sont hospitaliers, sont empathiques. C'est pour ça que les peuples lactants ne vivent pas dans la peur. De l'autre, la xénophobie, c'est très rare. Parce que les comportements agressifs envers l'exogroupe ou les étrangers sont inversement proportionnels au taux ocytocique plasmatique qu'on a dans le sang. Plus on a d'ocytocine dans le sang, moins on est violent, moins on est xénophobe, moins on est enclin à manifester des comportements non amicaux. Première stratégie, la peur. Bon, la fille, on lui dit, bon, c'est parti, ton homme là. On s'occupe de vous, madame. L'homme a le droit également, mais à des conditions. À des conditions. Sauf que là, c'est pas son homme. C'est des hommes inconnus, masqués, gantés. Masqué, ganté et accouché sur le dos, ça ressemble à un viol. Masqué, ganté, qui est accouché sur le dos, ça ressemble à un viol. La conférence ne fait que commencer. Vous le vivez, ça. Hein. Vous avez enchanté, vous avez donné Miba, vous le vivez, tout ça. Bien sûr, je suis en train de décrire le pire des scénarios. Donc, puisque l'homme, dans le vivant, les mâles, sont des protecteurs. Pas tous. Mais les primates. L'homme est un primate anthropoïde, diurne, mammifère vivipare, plantigrade et ainsi de suite. Les mâles ont un rôle social de protéger toutes les femelles qu'ils ont fécondées. Les mâles, dans le vivant, ne protègent pas leurs enfants, mais simplement les femelles qu'ils ont fécondées. C'est notre rôle. C'est-à-dire qu'à travers la biologie, on va déterminer notre rôle social. Je ne peux pas protéger la femme alors que c'est moi qui l'ai fécondée. Je ne peux pas la nourrir, la loger. Je ne peux pas la protéger de l'hôpital, mais je ne la mérite pas. Je ne la mérite pas. Pourquoi suis-je entré en elle alors que je ne peux pas assumer les conséquences? Pourquoi? Elle m'a laissé la porte d'entrer dans son corps. Je ne peux pas la protéger, eh bien je ne suis pas un mâle. Parce
que j'ai mal. On va pas apprendre tout ça. Il a fallu que je plonge dans la biologie. Bon. On est où là? J'écris tellement mal Rasta. Point 2, comment tu sais mieux que moi? Bon, adrénaline égale pas d'ocytocine. Pas d'ocytocine, pas d'allaitement. Ou peu d'allaitement. Ensuite, on l'a dit, allez, tu te couches à plat là. Nous sommes des mammifères censés accoucher à 4 ans. Accroupi, tout ce que tu veux. Pareil pour la défécation. Faire caca, on ne devrait pas le faire assis, mais accroupi. Sur la cuvette. Pourquoi? Parce qu'il y a un degré à respecter, un degré d'inclination qui fait que si on est à 90 degrés, là, ça va causer des problèmes de descente et des problèmes de cancer rectaux et ainsi de suite. Quelques degrés, ça t'empêche des maladies. Oui, c'est ça. Tu mets des livres, mais tu peux mettre des livres, quelque chose d'élevé. Si t'es pas assez souple, j'essaie. La sœur nous dit qu'il n'y a pas besoin d'être souple. On a été désigné. Il y en a qui ne savent pas le faire, donc une solution. Le rechange. Voilà, c'est ça. Il faut avoir des périodes de turc, comme en Afrique. Donc, vous voyez les petits ajustements. C'est petit, hein. Il y en a 100 comme ça, des petits ajustements. C'est très trivial, mais comme il y en a tellement, on dit Cyril, tu exagères, je vais quand même pas faire caca. Non, bah vas-y. Et puis on se retrouve en chimio, sauf que moi, c'est moi qui vais faire l'injection. On ne sera pas dans la même salle, hein. Et c'est pour ça que on a appelé ça s'appelait pas l'accouchement avant, hein. Ça s'appelait la parturition. Et ils ont mis accouchement au moment où ils ont commencé à coucher les gens sur le dos. Essaye de faire caca sur le dos. Parce que c'est un peu plus tard. Ça va rester en toi. C'est pareil pour le fœtus. On a besoin de la gravité pour que le fœtus descende. Et c'est pour ça que l'accouchement, chez tous les mammifères, eh bien, ça se fait à 4 pattes. Ça se fait dans le sion. Ça se fait. Bon, on va continuer. La femme, on va lui chercher toutes sortes de solutés. Dans le soluté, pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas manger la veille. Donc 24 heures à jeun. Pourquoi? Parce que c'est une opération chirurgicale. Maintenant, accoucher, c'est une chirurgie. Et puisqu'en chirurgie, il faut être à jeun, sinon on va vomir, on va se touffer, on dit à la fille ne mange pas. Comme elle a faim, on lui branche un soluté rempli de quoi? De sucre synthétique. Et on est en train d'empoisonner le fœtus indirectement par transfert placentaire, parce que ce sucre, il va aller dans le fœtus. On est en train de fabriquer un futur. Ou plutôt, dit plus gentiment, nous sommes en train d'élever les facteurs de risque de la contraction du diabète. En gros, on fabrique des violeurs, des barraqueurs. Elle n'a pas encore accouché. Hein. Pas encore accouché. Parce que l'homme blanc est dans la course. Non, il est pas. Puis continuer, s'il vous plaît. Oui, Parce que l'européenne est dans la foule. Non. On continue? Oui, continuez. Bon, on va te mettre combien de lumière, combien de trucs, alors qu'on sait très bien que la lumière est antagoniste à la production d'ocytocine. Pourquoi? Ça fait une suractivation néocorticale. J'explique tout ça hein, dans mes ouvrages. On va te mettre. Donc maintenant, puisque tu es en décubitus dorsal sur le dos, elle ne peut pas pousser. Et ça augmente les contractions, ou plutôt ça augmente la douleur des contractions. Donc elle dit, j'ai mal, faites quelque chose. D'accord, péridurale. Et comme la péridurale, elle est morphinique, l'enfant, on le drogue à la morphine. Indirectement, taux d'absorption 4%. Sauf que 4% de morphine dans un fœtus qui fait à peine 20 cm,